Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo destinée aux investigateurs de l'étude ZRIN-SFEN qui a pour but de présenter les points clés de cette étude et mieux comprendre l'implication des différents investigateurs. Pour rappel, donc l'objectif de cette étude est d'évaluer le rapport bénéfice-risque d'une réduction progressive des antipsychotiques comparé à l'inverse au maintien de l'antipsychotique à la même dose chez des patients aussi qui sont stabilisés après un épisode psychotique ou qui ont un trouble psychotique stabilisé depuis longtemps. Et en distinguant deux phénotypes, c'est une originalité de l'étude de porter sur deux phénotypes particuliers de psychose. Contrairement à plusieurs études qui sont intéressées à la décroissance des antipsychotiques, le critère de jugement principal ne portera pas sur la rechute psychotique, elle portera plutôt sur un critère de fonctionnement général qui correspond plus au but recherché par les patients lorsqu'ils essaient de réduire leur antipsychotique. Donc ce fonctionnement général sera évalué par l'échelle PSP et qui devrait être supérieur à 70 pour considérer que l'essai était concluant chez ces patients. Les critères de jugement secondaire prendront en compte bien sûr le taux de rechute, notamment on se basera surtout sur le taux de réhospitalisation des patients, et on évaluera surtout la tolérance, la qualité de vie, les paramètres métaboliques et les plaintes cognitives associées au traitement. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les raisons pour lesquelles on s'interroge sur le bénéfice de la diminution, voire de l'arrêt des antipsychotiques chez les patients stabilisés, je vous renvoie à cette courte vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube et qui décrive un peu mieux les enjeux de cette réduction. Alors, à qui s'adresse cette étude? À des patients qui ont donc un trouble du spectre de la schizophrénie, qui sont âgés entre 18 et 60 ans, qui sont traités par un ou plusieurs antipsychotiques orales. Il faut que ce soit un traitement oral pour des questions d'homogénéité de la décroissance des traitements. Pas des patients sous clozapine parce qu'on veut éviter les patients avec schizophrénie résistante et pas d'antipsychotiques injectables puisque la cadence de décroissance sera plus compliquée à homogénéiser dans les groupes pour les patients sous antipsychotiques injectables. Tous les autres traitements psychotropes sont autorisés sans limite. Il faut que ces patients soient suivis par un psychiatre ambulatoire, qu'ils aient obtenu une stabilité clinique depuis plus de 6 mois, ce qui veut dire des symptômes résiduels de faible intensité, notamment les symptômes positifs. Et donc il faudra que le score à la PANSS soit inférieur à 4 sur 3 items clés positifs, délire, troubles de la pensée et hallucinations. Autrement dit, si un patient a été récemment hospitalisé, il faudra que l'hospitalisation n'ait pas eu lieu dans les 6 mois avant l'inclusion. Et un autre élément qui est demandé, c'est que la réduction de la dose antipsychotique n'aura pas été trop importante au cours des 3 derniers mois. Pour cette étude, il est demandé aussi que le patient identifie un proche qui l'accompagnera à différents temps de l'étude et complétera aussi des échelles, ceci pour garantir la sécurité dans laquelle cette décroissance pourra se faire. Les critères d'exclusion, donc les patients qui ne peuvent pas participer à cette étude, ce sont les patients donc traités par clozapine ou par antipsychotique injectable. Cela dit, si ces patients veulent participer, il faudra simplement envisager un relais par une forme orale et que ce relais soit fait depuis au moins 3 mois. Un critère d'exclusion est également pour des raisons de sécurité, le risque élevé de comportement auto- ou hétéro-agressif. Si des patients ont déjà eu ce type de comportement lors d'arrêts de traitement, arrêts brutaux notamment, on considère que pour cette étude, c'est un risque trop important pris pour l'inclusion dans cette étude. Et puis, on n'inclura pas non plus de patients en soins sous contrainte ou sous tutelle pour des raisons de commodité. Alors, quelles sont les grandes étapes de cette étude? Premièrement, avant que l'étude commence, et donc c'est déjà une réflexion qui peut être menée par les futurs investigateurs dès maintenant, c'est d'identifier les patients dans leur fil actif qui sont des patients stabilisés qui répondent aux critères que je viens de décrire. Ensuite, il s'agira de préciser le phénotype et on fera une distinction entre les patients qui présentent une psychocycloïde et ceux qui présentent un autre phénotype qu'une psychocycloïde. Une prochaine vidéo expliquera quels sont les critères pour parler de psychocycloïde et pour vous aider à mieux les repérer. Il s'agira ensuite d'informer le patient du contexte de réalisation de l'étude et notamment qu'il s'agira d'une étude randomisée contrôlée dans laquelle peut-être qu'il pourra bénéficier de la réduction mais peut-être pas. Donc une fois que le patient est d'accord, on pourra l'inclure. Une plateforme appelée Hedonix sera utilisée pour collecter les informations. C'est une plateforme sécurisée spécialisée dans le traitement de données de santé. Et donc ensuite, une fois le patient enregistré dans Hedonix, eh bien la randomisation aura lieu soit dans le groupe maintien du traitement antipsychotique à la même dose, soit dans le groupe réduction, voire arrêt du traitement. Il y aura donc au total 4 groupes, psychocycloïdes avec maintien ou avec réduction de la dose,
non psychocycloïdes avec maintien ou réduction de la dose et le suivi se fera sur 24 mois. Quel sera le protocole utilisé pour réduire les doses? Prenons l'exemple d'un patient qui est traité par exemple par risperidone 6 mg, courbe orange. Donc si le patient est dans le groupe maintien de traitement, eh bien, il gardera sa dose à 6 mg. S'il est dans le groupe réduction de la réduction de la dose se fera ici en 2 étapes, puisque 6 mg est une dose au-dessus de la dose minimale efficace pour la risperidone, qui est estimée à 2 mg. Donc cette réduction de la dose se fera à raison d'un sixième de la dose toutes les 2 semaines, reprenant environ le protocole proposé par Leucht et Huhn en 2021. Et donc cette réduction se fera jusqu'à l'atteinte des 2 mg qui sont la dose minimale efficace. Ensuite, les prochains paliers seront des paliers de 4 mois avec une réduction de la dose qui correspondra environ à une décroissance de 10% en termes d'occupation des récepteurs D2 dopaminergiques tous les 4 mois. Pourquoi cette décroissance très lente? Eh bien là aussi vous trouverez des commentaires dans la précédente vidéo. Ce schéma-là est un schéma donc pour les patients sous... J'oublie encore un autre élément, si les patients sont déjà à la dose minimale efficace, voire en dessous, eh bien ils passeront d'emblée dans cette phase 2 de réduction de 10% d'occupation des récepteurs dopaminergiques tous les 4 mois. Ça, donc, c'est un schéma qui correspond aux patients traités par un seul antipsychotique. Pour ceux qui auraient plusieurs antipsychotiques, l'idéal sera de demander aux patients quel antipsychotique ils choisissent de réduire en premier, mais nous avons quelques suggestions, plutôt arrêter en premier les premières générations, ou bien arrêter ceux qui ont la plus grande affinité pour les récepteurs dopaminergiques, ce qui permettra de faire ensuite une décroissance avec ceux qui ont une plus faible affinité pour les récepteurs dopaminergiques. Bien évidemment, l'algorithme pour la décroissance sera fourni par le logiciel Hedonix et nous avons informatisé tout ça de manière à ce que le prescripteur soit confortable dans le guidage de cette décroissance. Quelle sera donc l'implication pour le psychiatre traitant? Point important pour les futurs investigateurs. En réalité, nous avons essayé de faire un protocole le plus simple possible, correspondant aux évaluations cliniques telles qu'elles sont faites en vie courante par le psychiatre traitant. Il s'agira donc de suivre le patient au minimum tous les mois au cours des 6 premiers mois de la décroissance. Je rappelle que la première partie de la décroissance est assez rapide sur, mettons, 2-3 mois. Et ensuite, un suivi idéalement tous les mois, sinon tous les 2 mois. Et comme vous le voyez, avec une complétion d'échelle qui se fera à 7 temps particuliers, mais une complétion qui est relativement rapide. L'échelle PAN s'est réduite à celle en 6 items, donc c'est relativement rapide, surtout si vous connaissez bien le patient. L'essai de fonctionnement général et d'impression clinique globale est aussi très rapide à remplir. Il y aura encore quelques paramètres d'observance. Les visites qui seront un peu plus longues seront la visite d'inclusion, la visite à 12 mois, la visite à 24 mois, pour les raisons bien sûr liées à l'étude, où on évaluera en plus la dépression, l'insight, mais également les mouvements anormaux. Et là, bien sûr, cette évaluation clinique en direct sera importante, puisque le critère de jugement principal pour cette étude est un critère de jugement qui sera uniquement évalué par l'équipe d'évaluation de DreamSven, une équipe dédiée pour cette évaluation et donc qui pourra mener ces évaluations à distance via des visioconférences. Ces visioconférences seront faites donc en présence du patient plus ou moins du proche et elles seront celles-ci beaucoup plus régulières, comme vous le voyez tous les 2 mois, où seront évaluées cette fois la PANSS complète, le fonctionnement général et le fonctionnement à l'échelle PSP qui est notre critère de jugement principal. Donc cette équipe de DreamSven sera bien sûr en aveugle, mènera ces évaluations en aveugle du groupe d'allocation des patients et s'aidera pour cela de ce que dira le patient, mais également de ce que dira le proche. Le patient sera aussi invité à compléter différentes échelles sur la plateforme Hedonix à différents moments de l'étude et bien sûr il sera accompagné aussi en cas de difficulté à accéder à l'outil informatique ou à compléter les échelles. Échelles qui porteront donc sur le bien-être, l'observance, les symptômes négatifs, la plainte cognitive, etc., etc. On inclut également dedans une prise de sang à 3 temps réguliers de l'étude, à 0, 6 mois et 24 mois pour doser l'antipsychotique dans le sang et certains paramètres métaboliques. Il y aura enfin quelques tests cognitifs en ligne sur une plateforme dédiée. Et enfin, les proches pourront compléter aussi une échelle relativement brève, l'échelle de retentissement du handicap, construite par l'équipe de Versailles. Donc, quelles sont les 2 équipes qui constituent l'équipe de DreamSven? Il y a une équipe dédiée spécifiquement à l'évaluation, composée d'infirmiers, de neuropsychologues, de médecins qui vont évaluer donc le patient et son proche en aveugle quant au groupe,
psychocycloïde ou non, et décroissance ou maintien. Mais nous avons prévu également une équipe d'assistance de DreamSphen, une équipe qui sera chargée de pouvoir répondre dans des délais très rapides, au cas où des patients pourraient se sentir éventuellement mal, ou auraient des questions sur l'étude et pourraient de fait révéler leur allocation, le groupe dans lequel ils se trouvent, brisant ainsi l'anonymat. Cette équipe d'assistance proposera également des groupes de psychoéducation hebdomadaires en ligne, centrés sur justement le repérage des signes éventuels de rechute et de sevrage, sur l'hygiène de sommeil, sur la relaxation et la gestion du stress. Et des vidéos seront mises également en ligne pour servir de support à ces patients. Au début de l'étude, un livret sera remis au patient et à son proche, comprenant bien sûr le téléphone de l'équipe psychiatrique locale et son psychiatre traitant, mais celui-là il l'a déjà, le téléphone et l'email de l'équipe de DreamSphen, un résumé aussi sur les bénéfices et risques de cette décroissance médicamenteuse pour repréciser un peu le contexte de cette étude, et puis quelques recommandations sur l'usage possible des médicaments à utiliser en cas d'urgence. Parce qu'effectivement, au cours de la décroissance, il peut se produire éventuellement la survenue soit de symptômes d'hyperdopaminergie, donc liés au rebond de l'arrêt de ces médicaments, soit une appréhension simplement du patient à l'idée de réduire son traitement, soit éventuellement des signes de rechute de sa pathologie. Et donc il s'agira de les repérer, et c'est ainsi que nous avons construit 3 niveaux de conduite à tenir en fonction du niveau de gravité éventuel des signes d'alerte. Soit il s'agit de manifestations minimes observées, donc une augmentation de stress passagère, des troubles du sommeil qui sont légers, mettons qui durent un jour, mais sans retentissement particulier. Dans ces cas-là, on ne modifiera pas le schéma de réduction, on consolidera l'apprentissage des techniques de gestion du stress et l'utilisation éventuelle de médicaments de secours, avec 2 médicaments plutôt recommandés dans notre étude, le zopiclone et le lorazépam, mais qui pourront être modulés en fonction des habitudes du patient et d'autres traitements qu'il connaît comme étant efficaces. Tous ces traitements, bien sûr, devront être soigneusement documentés dans le protocole, le protocole de DreamSphen, dans la plateforme Hedonix, pour que l'on puisse bien sûr comparer les prises de traitement supplémentaires. En cas de signalette modérée, c'est-à-dire au cas où les symptômes de stress, recrudescence éventuelle de symptômes psychotiques, peuvent avoir un impact sur le quotidien, et après avis conjoint du psychiatre, du patient et du proche, dans ces cas-là, on pourrait être amené à modifier temporairement le schéma de réduction, soit, et donc 2 options se présentent, soit en augmentant le traitement à une dose plus élevée pendant 1 à 2 semaines, mettons pour un patient qui serait descendu à 2,5 2,5 mg d'olanzapine, eh bien, on peut augmenter la dose, par exemple, à 10 mg pendant 1 semaine ou 2, puis ensuite reprendre le schéma où il était auparavant. Stratégie alternative, on retourne au palier précédent pendant une durée de 4 mois avant de retenter une baisse, si le patient, bien sûr, est d'accord pour retenter cette baisse. Et puis bien sûr, si les symptômes sont plus préoccupants et si même une hospitalisation devait être nécessaire, ou si malheureusement il devait y avoir un passage à l'acte hétéro ou auto-agressif, dans ces cas-là, il y aurait un arrêt du schéma de réduction. On continuerait à suivre le patient dans le cadre de cette étude, mais on arrêterait ce schéma de réduction. Je précise que le protocole que nous allons utiliser est un des protocoles les plus sûrs aujourd'hui qui existent pour guider cette décroissance, et donc ce type d'événement indésirable sera considérablement réduit chez nos patients, et c'est pour cette raison que nous avons souhaité le proposer, et pour cette raison que nous affirmons même que cette stratégie d'essai de réduction peut être tentée chez la plupart des patients qui ont pu obtenir une stabilisation clinique et qui le souhaitent. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant cette étude, n'hésitez pas à me contacter soit sur mon email personnel, soit sur l'email dédié à cette étude, et d'autres vidéos suivront pour décrire les phénotypes notamment de psychocycloïdes, ou bien encore le repérage des signes éventuels de rechute et du syndrome de rechute. Merci pour votre écoute.